Bonjour à tous. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube Vue du droit. Ce rappel a son importance parce que, effectivement, depuis 1 an et demi maintenant, depuis les débuts de la guerre en Ukraine, nous avions entrepris un travail de réinformation pour lutter contre le déferlement de propagande, la désinformation mise en œuvre par le système médiatique français, soutenu par toutes les institutions d'ailleurs, dans le but incontestable d'apporter tout son soutien à l'hégémon américain, c'est-à-dire en transformant notre malheureux pays en vassal. Fort heureusement, ça n'est pas si simple pour ce système. Il y a les réseaux, il y a des réflexions, un vrai travail de réinformation que nous ne sommes pas les seuls à mener, mais nous l'avons mené. Le 7 octobre, avec l'agression du Hamas, a remis le conflit israélo-palestinien qui dure depuis 1948 sur le devant de la scène, et nous avons également entrepris un certain travail de clarification. Mais moi, je n'ai pas oublié que, c'est le nom de la chaîne, je n'ai pas oublié Vue du droit. Alors, Vue du droit, c'était quoi ? Au départ, c'était il y a une dizaine d'années, j'ai décidé, lorsque je prenais quelques distances avec le métier d'avocat, j'ai décidé de faire un travail un peu pédagogique, d'expliquer l'actualité, de la critiquer à partir de mon lieu d'énonciation qui est celui de la compétence juridique que, immodestement, je m'attribue. Eh bien, pendant une dizaine d'années, j'ai apporté des clarifications, des précisions, j'ai critiqué. Ça s'est même traduit par un livre il y a maintenant 3 ans, un livre qui fait 600 pages, où je reprenais un certain nombre de synthèses sur mon approche des dérives de la justice française. J'ai dû publier, je n'ai pas compté un par un, mais je pense que je suis pas loin de 1000 articles pendant ces 10 ans sur différents supports, sur le blog, chez d'autres organes de presse, environ 1000 articles, et j'ai un peu le sentiment aujourd'hui d'avoir labouré la mer, comme disait Bolivar, hein. Là encore c'est immodeste, c'est que l'inculture juridique et judiciaire française est intacte. Nous sommes un pays à forte tradition administrative, le juridique nous est un peu étranger, voire éloigné. Et là, il vient de se produire un nouvel événement qui est celui de la relaxe prononcée par la Cour de justice de la République à l'encontre ou à l'égard, parce qu'il s'en tire bien, à l'égard d'Éric Dupond-Moretti. Et qu'est-ce que j'ai constaté à nouveau ? J'ai constaté le nombre de contresens, le nombre d'erreurs, les mauvaises directions empruntées par tout un tas de commentateurs, des politiques, par des militants, y compris chez beaucoup de mes amis. Je pense à Alexis Poulain, je pense à Philippe Pascot, qui disent le contraire de la réalité, le contraire de ce que devrait leur amener à dire une bonne analyse. Alors, avec toujours immodestie, je vais tenter de revenir sur ce qui s'est passé, d'expliquer un certain nombre de choses et de clarifier cette séquence qui en dit long sur la crise que traversent les institutions françaises, qui en dit long sur les dérives de la justice, mais qui sont d'abord les dérives du corps judiciaire, c'est-à-dire de celui des magistrats, qui font que, et contrairement à ce que pensent beaucoup, ne sont pas séparables, ces dérives, des autres critiques qu'on est amené à faire à la justice. La répression de masse violente contre les gilets jaunes, le fait d'avoir fait élire Macron, c'est un choix qui a été fait en disqualifiant son adversaire principal en 2017, le fait de protéger Emmanuel Macron et ses amis de la corruption importante qui règne au plus haut niveau de l'État, le fait de mettre en place une espèce de dépénalisation de la violence du lumpenprolétariat, et je pense qu'il y a des raisons politiques à ça aussi, et d'être devenu un peu le cheval de Troie du gauchisme sociétal wokiste importé du monde anglo-saxon. On ne peut pas séparer ces choses-là. On ne peut pas critiquer la justice et les magistrats de ce qu'ils ont fait aux Gilets jaunes, qui est impardonnable, et venir dire qu'ils avaient raison dans l'affaire
Dupond-Moretti. Ils avaient tort. Ils avaient tort, et je précise bien évidemment, comme d'habitude d'ailleurs, lorsque j'ai été amené à critiquer les procédures contre Nicolas Sarkozy, lorsque j'ai été amené à dénoncer ce qui s'est passé en 2017 avec l'espèce de coup d'État judiciaire amenant Emmanuel Macron au pouvoir, en ce qui concerne Éric Dupond-Moretti, je n'ai aucune espèce de considération pour ce personnage. Je le tiens pour un mauvais garde des Sceaux, un très mauvais garde des Sceaux, plein de contradictions. Il vient de se faire ramasser par le Conseil constitutionnel parce que dans sa loi sur la confiance de la justice, il avait laissé, ou peut-être lui-même voulu, inscrire des mesures profondément liberticides. Pour la petite histoire, je rappelle qu'il s'agissait de la possibilité donnée aux forces de police et à la justice d'activer les smartphones des gens, de les activer pour récupérer le son et récupérer les images. Le Conseil constitutionnel a dit, attendez, la vie privée, ça existe quand même. Pour M. Dupond-Moretti, non. Il avait trouvé ça formidable. Il y a plein d'exemples comme ça. Ça n'est pas un défenseur des libertés, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il est celui qui, à la demande d'Emmanuel Macron, met en place des mesures liberticides, et il est un des fourriers de la République illibérale que on est en train de nous imposer. Bien, donc je vais là le défendre, mais pas le défendre personnellement, ni même le défendre sur des choses qu'il aurait commises, mais je vais expliquer ce qui s'est produit, pourquoi cette procédure a eu lieu et pourquoi la décision de relax est une bonne décision politiquement sur le plan des institutions. Il fallait que cette décision soit rendue dans ce sens. Voilà, donc allons-y, revenons sur cette affaire. Alors, l'affaire Dupond-Moretti, c'est aussi l'histoire d'un homme. C'est aussi l'histoire d'un homme, pas Éric Dupond-Moretti, mais c'est l'histoire de François Molins. François Molins est un magistrat qui a été procureur antiterroriste, qui ensuite s'est signalé à certaines occasions, et dans la mesure où il était fréquemment sur les plateaux télévisés, il a acquis une certaine notoriété. Emmanuel Macron, qui adore la société du spectacle, l'a mis en avant et a fini par le nommer d'abord à Paris, et avant de lui donner le poste envié d'avocat général auprès de la Cour de cassation, qui est le sommet de la hiérarchie du parquet. Alors je rappelle que le parquet, c'est l'autorité de poursuite, c'est-à-dire que ce ne sont pas des magistrats du siège, ils ne sont pas tenus à l'impartialité, ils poursuivent. Bien. Donc, mais leur rôle est extrêmement important. Donc, François Molins était dans le paysage, et puis, il ne s'est pas démarqué de ce qui s'est passé en 2017 et qui a permis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Je rappelle que le premier président de la Cour de cassation de l'époque et l'avocat général de l'époque ont approuvé les procédures, mais par des communiqués de presse, les procédures inouïes qui ont été diligentées contre François Fillon, les fameux 47 jours de procédure, les débuts d'instruction les plus rapides de l'histoire judiciaire française pour que Emmanuel Macron puisse au premier tour passer devant François Fillon et opposer à Marine Le Pen ensuite être confortablement élu. Donc clairement, Emmanuel Macron était le choix. Quand je dis du corps judiciaire, il était le choix de cette hiérarchie, haute hiérarchie judiciaire. Je sais parfaitement que l'ensemble du corps était également sur cette ligne. Alors bien sûr, il y a des cas particuliers, il peut y avoir des contradictions, mais ensuite, on l'a bien vu, comment ce corps s'est mobilisé dans son entier, aux quatre coins du pays, pour la répression des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement social fort qui mettait en cause Emmanuel Macron, eh bien, l'ensemble du corps judiciaire a été fidèle au rendez-vous et a mis en place une répression sans précédent depuis la guerre d'Algérie. Alors lui, François Molins, il a participé à un certain nombre de choses concernant la protection d'Emmanuel Macron, et en particulier, il y a eu le fameux épisode du coffre-fort d'Alexandre Benalla. Bien, où est le coffre-fort? On ne sait pas. Il y a probablement une personne qui le sait, c'est François Molins. Il a refusé
de faire une enquête préliminaire sur la disparition de cet ustensile. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail, je vous laisse faire des recherches sur Internet qu'il faut, sur la perquisition qui s'arrête, le retour le lendemain, le coffre ayant disparu, enfin ça nécessitait évidemment une enquête approfondie. Non, pas besoin d'enquête préliminaire, merci Monsieur Molins. Et puis bon, ça a continué comme ça, il a bénéficié des promotions dont j'ai parlé, et au moment du remaniement ministériel, au moment du départ de la cataclysmique Madame Belloubet, elle aussi un garde des Sceaux spectaculaire, le corps judiciaire voulait que ce soit François Molins qui devienne garde des Sceaux. Et d'ailleurs, les magistrats, les syndicats de magistrats, ils étaient persuadés que c'est ce qui allait se produire et que François Molins allait être garde des Sceaux. Et, si vous voulez, bon, le monde judiciaire est un petit monde aussi, ce qu'on appelle les couloirs du palais, pas seulement à Paris, mais dans l'ensemble de la France, bruissait de cette rumeur et de cette certitude de voir François Molins arriver au poste de garde des Sceaux. Surprise! Société du spectacle oblige, narcissisme pathologique d'Emmanuel Macron oblige, il a pris Éric Dupond-Moretti, qui est fait pour être garde des Sceaux comme moi pour être archevêque. C'est quand même extraordinaire, qui avait dit d'ailleurs je ne serai jamais garde des Sceaux. Il a accepté avec empressement, et il est devenu le garde des Sceaux que l'on connaît. Donc, surprise et rage de la magistrature. C'était impressionnant. Il y a eu des articles, des communiqués des syndicats. Il y a eu un article dans l'Obs, je me rappelle, c'est une déclaration de guerre à la magistrature. Parce qu'il se trouve aussi que Éric Dupond-Moretti, quand il avait été avocat, n'hésitait pas à aller à l'affrontement. Ça, c'est une caractéristique, moi, c'est une qualité que je lui reconnais, que je veux bien lui reconnaître, même si sur un certain nombre de ses stratégies, j'aurais pu être en désaccord, mais enfin, c'était les siennes, c'était pas mes affaires. Toujours est-il que la magistrature était folle de rage contre Éric Dupond-Moretti. Et il y avait eu un incident, quand je dis incident, on avait appris que le parquet national financier avait mené une enquête secrète en violation de tous les principes, en violation de toutes les réglementations. Par exemple, en ce qui concerne le secret professionnel des avocats, il avait mis la moitié du barreau français sous surveillance pour savoir qui avait prévenu Nicolas Sarkozy qu'il était sur écoute dans la fameuse affaire des écoutes. Bon, donc cette enquête préliminaire conduite par Madame Moulette posait des tas de problèmes. Il y a eu toute une série de réactions des avocats, dont celle d'Éric Dupond-Moretti, qui a déposé une plainte. Lorsqu'il a été choisi pour être garde des Sceaux, il a immédiatement retiré sa plainte. Mais il avait des conflits avec d'autres magistrats dans le cadre des affaires qu'il avait menées. Et certains de ces magistrats faisaient l'objet d'éventuelles procédures disciplinaires. Donc, les syndicats de magistrats ont vu l'astuce. Ils ont décidé, pour manifester leur mauvaise humeur et pour imposer la démission d'Éric Dupond-Moretti. Parce que c'est ça qui est grave. Et là, je viens sur un des premiers principes qui me semble en cause dans cette affaire. C'est que la séparation des pouvoirs, ça existe. Montesquieu nous a dit, tout pays qui n'a pas de séparation des pouvoirs n'a pas de constitution. Donc, elle est dans la constitution française, cette séparation des pouvoirs. Celui qui décide qui sera garde des Sceaux, je le déplore. Mais il a été élu pour ça. Surtout son deuxième mandat. Le premier, je le considère comme illégitime, mais c'est une autre histoire. Donc, c'est Emmanuel Macron qui désigne, alors c'est le gouvernement qui lui propose, c'est le Premier ministre qui lui propose, mais c'est lui qui va signer le décret de nomination. Donc, et c'est le pouvoir exécutif. Et le garde des Sceaux est un membre éminent du pouvoir exécutif. C'est une des grandes fonctions régaliennes. Je ne me rappelle plus exactement quelle est la place dans le protocole, mais elle est toute proche du président de la République. Alors, donc, les syndicats de magistrats, furieux, et
François Molins également furieux de ce qu'ils considéraient comme un camouflet, ont décidé de pousser Éric Dupond-Moretti à la démission et de rappeler à Emmanuel Macron, quitte à faire roi, mon gars, hein, donc c'est nous qui choisissons le garde des Sceaux et on veut que ce soit l'un d'entre nous. Ça, c'est mon analyse et je la maintiens. Et je la maintiens. Je sais qu'elle est partagée par beaucoup de monde, mais personne ne va s'exprimer là-dessus. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là, les magistrats? Ils ont déposé des plaintes des syndicats de magistrats, saisissent la Cour de justice de la République pour une poursuite du garde des Sceaux. Non mais attendez. Alors, au regard des principes, au regard du code de procédure pénale, ils sont irrecevables. Ça, c'est mon opinion. Mais pensez donc, du côté des juridictions, on n'a vu aucun inconvénient lorsque ces questions ont été posées pour valider. Et puis, comme on n'était pas très sûr, on a demandé à l'association Anticorps, qui est une espèce de parquet privé, je vais en dire un mot, de déposer plainte également, et de déposer plainte pour prise illégale d'intérêt. Je vais revenir sur la prise illégale d'intérêt. Commençons par nos amis d'Anticorps. Alors, Anticorps, c'est une association qui a obtenu, par Madame Taubira, un agrément qui lui permet d'être partie civile, c'est-à-dire de déclencher également les poursuites, hein, parce que le système français est ainsi fait. Vous avez le parquet qui a normalement le monopole des poursuites pénales et qui peut saisir les juridictions pénales, et vous avez également les parties civiles qui sont les victimes des infractions qui ont été commises et qui peuvent être parties au procès. Bon, je ne rentre pas dans les détails de ces procédures. Toujours est-il que cet agrément permet à des associations, dans certains types d'affaires, je pense par exemple dans la lutte contre l'antisémitisme, les procédures de diffamation, il y a des règles pour certaines associations et certaines structures. Bien. Donc là, en l'occurrence, Madame Taubira, qui était par ailleurs membre du comité de parrainage, ou je ne sais plus exactement quoi, d'Anticorps, hein, a signé un arrêté d'agrément donnant à Anticorps le pouvoir d'être dans les poursuites. Ils subissent pas de préjudice, mais ils ont cette possibilité. Personnellement, moi, je suis opposé à ce système, hein, monopole des poursuites, victime, en plus du parquet, monopole des poursuites parquet, et les victimes. Toujours est-il, parce que ça permet toutes les manipulations. Et c'est ce qui s'est passé avec Anticorps. Anticorps est une officine qui a été créée par Éric Alphen, un magistrat, hein, dont je rappelle qu'il avait publié un livre en pleine campagne présidentielle contre Jacques Chirac, un livre à partir des affaires qu'il avait traitées, ce qui était fantastique, quoi. Hein, et ensuite, il s'était fait mettre en disponibilité de la magistrature pour aller chercher un poste de député dans les élections qui suivaient la présidentielle de 2002. Donc Arnaud Montebourg l'avait pris par la main et puis l'avait emmené chez François Hollande, mais François Hollande avait été méfiant, donc bon, bah non, il avait refusé. Alors on avait été chez Chevènement, et Chevènement dont le ralliement à Emmanuel Macron montre bien la consistance politique, avait trouvé ça formidable, et Éric Alphen s'est fait ramasser, bien sûr. Toutes les élections auxquelles il a tenté de se présenter, il s'est fait ramasser. Alors après, il est revenu dans la magistrature, parce qu'il n'arrivait pas à croûter, il espérait bien effectivement battre monnaie avec ce statut de justicier, hein, et puis il est revenu et il a rallié Emmanuel Macron, il est revenu à la magistrature, il s'est de nouveau présenté, il s'est de nouveau fait battre, donc bon, ça c'était pour l'anecdote, hein, c'était pour l'anecdote et la méchanceté concernant Éric Alphen. Toujours est-il que cette structure s'est développée, il y a eu effectivement des militants très sincères qui sont venus, il y a eu des gens soucieux de lutter contre la corruption qui est très importante, hélas, dans notre pays, au plus haut niveau. Et donc, le problème, c'est que elle s'est livrée à des manipulations, des choses assez bizarres, et beaucoup disent, je ne sais pas si on peut la qualifier comme ça, que c'est le parquet privé du Parti socialiste. Toujours est-il qu'elle a perdu son agrément parce que elle ne présentait plus les garanties exigées par la réglementation
conditions pour bénéficier de cet agrément. Alors, elle a déposé, elle avait l'agrément à ce moment-là, elle a déposé une plainte devant la Cour de justice de la République. Et là, la procédure est partie. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est la prise illégale d'intérêt. Et donc, la procédure est partie. Devant la Cour de justice de la République, à la suite de réformes, désormais, toute la phase d'instruction est conduite par des magistrats. C'est-à-dire que la Cour de justice de la République, j'en parlerai aussi, qui est une instance destinée à juger les ministres pour des actes accomplis pendant leur fonction. Ce système où, pour le jugement, les parlementaires sont majoritaires parce que la Constitution prévoit séparation des pouvoirs et que le contrôle du gouvernement est fait par le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement a des prérogatives diverses. Il y a la motion de censure, bien sûr, il y a les commissions d'enquête, et on dit, s'il s'agit de juger des ministres pour des actes commis à l'occasion de leur fonction, il ne s'agit pas d'actes détachables. Si un ministre tue sa femme, par exemple, bien évidemment, il passera aux assises. Ce n'est pas un acte de sa fonction, mais tous les actes de sa fonction, on considère que ce sont les parlementaires qui doivent être la pierre angulaire du système judiciaire pour juger les magistrats. Bien. Et donc, une procédure qui est faite par des magistrats d'instruction pour ensuite faire un dossier qui sera renvoyé devant la juridiction de jugement composée majoritairement de parlementaires, celle qui vient de rendre la décision de relax. Eh bien, savez-vous qui a conduit la procédure d'accusation tout au long? C'est M. François Molins. C'est-à-dire que s'il y a bien un conflit d'intérêts, moi je le vois gros comme une baraque à frites, comme disent mes amis du Nord. C'est-à-dire que cette procédure était la conséquence du fait qu'il avait été évincé du poste que toute la magistrature considérait devoir lui revenir. Eh bien, c'est lui qui a conduit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, si vous voulez. Bon, donc... voilà ce qui s'est passé. Alors, bien évidemment, je n'ai pas vu le dossier en détail, mais on a chargé la mule. On a chargé la mule. Et donc, l'affaire est ensuite venue parce qu'il y a eu un renvoi devant la juridiction de jugement. Et lorsqu'on voit le résultat de cette juridiction de jugement, on se dit que peut-être c'était pas si utile que ça. Et je pense que c'était d'autant plus inutile que ça a des conséquences. Ça a des conséquences politiques vis-à-vis de nos institutions, vis-à-vis de la confiance qu'on devrait avoir. Bon, cette confiance est réduite à pas grand-chose. Mais là, c'est une nouvelle attaque, c'est une nouvelle mauvaise action contre le système institutionnel et contre le principe de la séparation des pouvoirs. Bien. Donc, voilà l'histoire qui s'est passée, et bien celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on reprochait à Éric Dupond-Moretti? Alors nous allons rentrer dans quelques aspects juridiques de cette affaire, juridique et judiciaire. Je crois que c'est assez important, justement, pour permettre cette clarification. Bon, alors, les dimensions juridiques et judiciaires de cette affaire. L'infraction qui était reprochée par les syndicats de magistrats, par François Molins, qui, à mon avis, je me répète, étaient eux en situation de conflit d'intérêt, c'est la prise illégale d'intérêt. Le terme conflit d'intérêt n'existe pas dans le code pénal. Il y a la prise illégale d'intérêt, qui est une infraction qui a été modernisée dans le code qui a été promulgué en 1994, le précédent code datait de 1802, c'est vous dire qu'on n'en fait pas toutes les 5 minutes, des codes pénaux, même si on le fait évoluer, et qui reprend, prise illégale d'intérêt, reprend l'ancienne, en la modernisant, dis-je, reprend l'ancienne infraction d'ingérence. Bien. Alors, c'est le mélange des casquettes publiques et privées. Je vais faire un petit préalable. Immodeste, argument d'autorité, l'immodestie elle court tout au long de cette vidéo, pour expliquer d'où je parle. J'ai enseigné à Paris 2 en masters
la matière responsabilité personnelle des décideurs publics. J'ai écrit des dizaines et des dizaines d'articles dits scientifiques dans les revues spécialisées, dans les encyclopédies juridiques, et j'ai écrit un livre qui a eu plusieurs éditions, qui s'appelait Le fonctionnaire et le juge pénal. De quoi s'agissait-il? C'est-à-dire de décrire dans quelle situation se trouvaient les décideurs publics du point de vue des règles qu'ils doivent respecter. Parce qu'il faut savoir que, justement, on entend « Ah oui, mais les agents publics doivent être des justiciables comme les autres. » Non, ils ne sont pas des justiciables comme les autres, ils sont plus exposés que les autres. Il y a tout un tas d'infractions qui commencent par « tout agent public qui ». Et en général, c'est une circonstance aggravante, le fait d'être agent public. Il y a même des infractions qui ne peuvent pas être commises par les particuliers, par les simples citoyens, et que les agents publics peuvent connaître. Et ça, c'est normal, c'est très bien. Les agents publics, ils ont en charge l'intérêt général, il est normal qu'ils soient surveillés et il est normal que leurs manquements soient sanctionnés. Donc j'ai enseigné cette matière et j'ai beaucoup écrit dessus. Donc je prétends avoir sur ce terrain un certain nombre de compétences, et ce d'autant que j'en ai traité beaucoup à mon cabinet, parce que je suis un praticien. J'ai été universitaire, mais je suis d'abord et avant tout un praticien, donc je sais comment cela fonctionne. Nous ne sommes pas si nombreux dans ce cas-là. Nous ne sommes pas si nombreux parce que c'était une particularité de mon activité professionnelle, c'est que travaillant pour la sphère publique, c'est-à-dire que pour l'État, les collectivités territoriales, les sociétés publiques, les fonctionnaires, etc., j'étais justement à la croisée des chemins entre le droit privé, en la circonstance le droit pénal, et le droit public. Bien. Donc, nous ne sommes pas si nombreux, c'est la raison pour laquelle, hop, je fais appel à cet argument d'autorité et je vous demande de me faire confiance. Bien. Donc, la prise illégale d'intérêt dit que si vous êtes agent public, première condition, si vous avez la surveillance et l'administration d'une affaire, j'insiste, la surveillance et l'administration d'une affaire, c'est-à-dire dont vous êtes chargé, que vous êtes chargé de conduire, en tant qu'agent public, et que, dans le même temps et concomitamment, vous avez dans cette affaire des intérêts privés, vous êtes en situation de prise illégale d'intérêt. Et pourquoi? C'est qu'on considère que la décision publique doit être chimiquement pure, uniquement dictée par l'intérêt général, et que si elle est susceptible d'être polluée par un intérêt privé, ça la disqualifie. Donc, on ne veut pas de cette situation qui génère du soupçon, bien évidemment. Donc, le délit de prise illégale d'intérêt, il sanctionne une situation. Je vais prendre un petit exemple. La personne qui est dans une commission d'appel d'offres et prend la décision d'attribuer un marché à une société dont son épouse est la gérante, ou son fils est le gérant, il est bien évidemment en prise illégale d'intérêt. Il est en prise illégale d'intérêt puisque même si la procédure a été respectée, même si les critères ont été respectés, on peut se demander si le choix du mieux-disant n'a pas été dicté par une considération familiale. C'est donc ce soupçon dont on ne veut pas qu'il existe. Donc on dit, attention, ne vous retrouvez pas dans cette situation. Donc je me répète, 3 conditions. Première condition, agent public. Bon, notre ami Éric Dupond-Moretti était agent public. Deuxièmement, surveillance et administration de l'affaire en tant qu'agent public. Et enfin, des intérêts privés. Bien. Alors, c'est une infraction dont on se demande s'il ne faudrait pas à nouveau la moderniser, parce qu'elle pose tout un tas de problèmes. J'ai des petites anecdotes, moi, d'autres dossiers que j'ai traités. Il y avait un maire qui voulait que sa commune réalise un centre médical. Il y avait besoin que ce soit à un terrain qui soit proche des voies de circulation dont il était propriétaire. En tant que personne privée, eh bien, il avait accepté un échange, alors que ce terrain avait une valeur constructible, il avait accepté un échange et donné ce terrain à la commune en récupérant un terrain agricole qui n'avait qu'une valeur résiduelle. Eh bien, il a été condamné.
Il a été condamné, même si c'était un acte extrêmement, je veux dire, conforme à l'intérêt général. Hein, les magistrats ont considéré que la situation qui amenait à récupérer un terrain et à vendre le sien, il a perdu de l'argent à cette occasion. Il a été condamné. J'en ai une autre que j'aime beaucoup. Dans une commune, il y avait des associations qui étaient subventionnés, il y avait le club municipal de sport et une école de musique. Et on avait demandé, à titre bénévole, aux adjoints de la culture, à l'adjoint à la culture, de bien vouloir être la présidente de l'école de musique, et on avait demandé à l'adjoint au sport d'être membre de la direction du club sportif municipal, s'entend, hein, municipal. Sauf que tous les ans, ils votaient le budget dans un ensemble, et que dans ce budget, il y avait des subventions pour les deux associations dans lesquelles ils n'avaient aucun intérêt pécuniaire quel qu'il soit, mais c'était des structures privées, des associations de loi 1901, eh bien ils ont été condamnés. Alors moi, après la condamnation, j'ai dit, écoutez, la seule solution, hein, c'est que l'adjoint à la culture préside le club de sport, et que l'adjoint au sport préside l'école de musique. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, hein. Donc on avait été condamné. Voilà ce que c'est que la prise illégale d'intérêt. Hein. Je suis désolé d'être un peu obligé de rentrer dans les détails, mais je pense que ça vaut mieux. Bon, alors lui, Éric Dupond-Moretti, il s'est retrouvé avec le garde des Sceaux, donc le patron de l'ensemble, et il avait eu des conflits avec des magistrats. Ces conflits avec des magistrats avaient entraîné des procédures disciplinaires. Alors, quand je dis entraîner des procédures disciplinaires, ça veut dire que c'est une mécanique, c'est une procédure, ça ne voulait pas dire qu'il y aurait des sanctions disciplinaires au bout du compte. Et donc, les plaignants, je rappelle les syndicats de magistrats, Anticor et ensuite François Molins, ont considéré qu'il était en état de prise illégale d'intérêt, puisqu'il avait une responsabilité liée à son ministère tout en haut. Et il avait ensuite des intérêts privés liés à ces conflits antérieurs avec les magistrats en question. Bon, je ne vais pas revenir sur la notion de concomitance. Moi, je considérais que ça ne tenait pas. Je considérais que ça ne tenait pas parce que, d'abord, sur certaines, Éric Dupond-Moretti a renvoyé les dossiers à Jean Castex, qui était le Premier ministre, hein, mais il y avait des notions de concomitance, il y avait des notions de surveillance et d'administration de l'affaire. Je rappelle les trois conditions: agent public, surveillance et administration de l'affaire, donc il faut en avoir la responsabilité, hein, la responsabilité concrète. Et des intérêts privés. Donc, je considérais que la responsabilité de surveillance et d'administration d'Éric Dupond-Moretti sur ces affaires n'existait pas. Bien. Mais la Cour de justice de la République a considéré, alors là, naturellement, les syndicats en font des gorges chaudes. Vous pensez bien qu'il y a eu un communiqué commun vengeur des syndicats de magistrats, séparation des pouvoirs, et puis quoi encore, le fait d'avoir une approche politique des choses, on ne va pas se gêner. Hein, ces organisations syndicales passent leur temps à vilipender le travail parlementaire. Il n'y a pas de problème. Le devoir de réserve des magistrats devrait être quelque chose de renforcé. Moi, je considère que les magistrats du siège devraient avoir un devoir de réserve équivalent à celui des militaires. Peut-être même plus renforcé, parce que ce qu'on ne doit pas soupçonner, hein, en prise illégale d'intérêt déjà, mais ce qu'on ne doit pas pouvoir soupçonner, c'est la partialité des magistrats. Or, la magistrature française, c'est l'objet de mon bouquin, je vous y renvoie, donnez-vous un peu le mal de lire les 600 pages, vous verrez comment la justice est devenue une force politique dans ce pays, et comment la notion d'impartialité n'existe pas. Hein. Alors, on passe son temps à parler d'indépendance, mais jamais vous verrez arriver le mot impartialité. Ici, ça commence un petit peu. Hein. Mais indépendance, on psalmodie le mantra, hein, en oubliant que un syndicat de magistrats qui vilipende un texte qui vient d'être adopté par le Parlement, et par conséquent dont les membres vont devoir l'appliquer, qui vient le critiquer de cette façon-là, ça n'est pas acceptable. Je suis désolé. Vous êtes là pour appliquer la loi décidée par les représentants du peuple français. Vous rendez vos décisions au nom du peuple français, mais vous n'avez pas d'autre légitimité que la légitimité de vos décisions. D'accord ?
Hein, les parlementaires, ils sont élus. Bon, on peut considérer que la démocratie représentative est malade, c'est mon cas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà pour ce qui concernait les poursuites. Alors, la Cour de justice de la République a ajouté quelque chose pour prononcer la relaxe, a dit, peut-être dans la mesure où il était au sommet de l'administration, il se retrouvait avec une conception élargie de la surveillance et de l'administration en situation de prise illégale d'intérêt. Hein. Bon, moi je considérais que l'antériorité de ces conflits avec les magistrats permettait de l'éviter, mais bon, ça ce sont mes raisonnements de juriste qui prétend à une certaine connaissance de la chose. Mais la Cour de justice de la République a dit, alors dans une rédaction semble-t-il maladroite, il n'avait pas connaissance de cette situation. Alors on dit, ah ben vous vous rendez compte, un avocat qui connaissait pas, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est-à-dire que le délit de prise illégale d'intérêt, qui ne nécessite pas comment dire, une malhonnêteté, hein, du détournement d'argent, pas du tout. C'est qu'on ne veut pas que la décision publique puisse être polluée par un intérêt privé. Aussi légitime soit-il d'ailleurs, hein, familial, affectueux, etc. Bien. Donc, la prise illégale d'intérêt, dans le code pénal, obéit à toutes les règles du droit pénal, en particulier ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Hein, vous avez un article du code de procédure pénale qui dit il n'y a pas d'infraction sans intention de la commettre, avec une exception. Avec une exception, c'est les coups et blessures involontaires. C'est les accidents, enfin bon, vous connaissez ça, bien. Donc, en première année de droit, vous faites du droit pénal, on vous dit 3 éléments pour pouvoir condamner quelqu'un. Hein, premièrement, ce qu'on appelle l'élément légal, il faut que les faits incriminés soient prévus comme infraction dans le code pénal. Deuxièmement, il faut ce qu'on appelle l'élément matériel, c'est-à-dire qu'il faut montrer que les faits se sont effectivement déroulés. Et enfin, l'élément moral, il faut démontrer que vous aviez l'intention de commettre cette infraction. Donc voilà, il n'y a pas le délit de prise illégale d'intérêt n'est pas une infraction sans élément moral. Hein, on peut pas la commettre sans avoir l'intention de la commettre. Donc c'est la raison pour laquelle Éric Dupond-Moretti a bénéficié de cette relaxe. Bien. Alors, j'ai expliqué quelle était la vendetta judiciaire que les magistrats voulaient appliquer. J'ai expliqué quels étaient les éléments juridiques qui fait que cette décision est parfaitement normale. Maintenant, on va un peu parler des conséquences de ce foutoir. Bon alors, quelles conséquences de cette séquence? Conséquences de cette séquence, une petite allitération au passage. Elles sont négatives. Elles sont négatives. Alors, d'un côté, on vous dit tous pourris, ce qui est jamais sain. De l'autre côté, on vous dit bonne justice, ce qui n'est pas vrai. La façon dont tout ça s'est déroulé est profondément négatif. Et puis bon, on garde le calamiteux Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, qui va continuer à laisser passer tous les textes liberticides, il va même les soutenir, et puis il va venir éructer à l'Assemblée, insulter les parlementaires qui ne lui conviennent pas, se balancer dans ces rodomontades. C'est pas à l'honneur de notre pays, mais bon, quand on voit le niveau du gouvernement, je discutais de ça hier à cette pauvre Catherine Colonna, hein, c'est assez terrible. Bon, donc, conséquences que je considère comme négatives. Alors, deux façons de l'aborder, cette question. D'abord, de parler du champ politique, et ensuite des conséquences en ce qui concerne le fonctionnement de la justice et les dérives politiques du corps judiciaire. Alors, comme d'habitude, LFI, ils sont formidables. Ils sont formidables d'être à ce point nuls, quoi. Ils ont des côtés sympathiques, ils sont capables de se battre courageusement, mais alors parfois, pour l'anecdote, je rappelle
que sollicité par l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, j'ai participé à un documentaire sur ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire l'utilisation de la justice à des fins directement politiques. Ça concernait l'Amérique latine, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis, et c'est la même chose chez nous. Bien. Et effectivement, ils avaient eu l'expérience cuisante, n'est-ce pas, Jean-Luc Mélenchon, des 17 perquisitions qui étaient une opération directement politique qui avait été menée avec la colère homérique de notre ami Jean-Luc, qui ensuite avait été condamné par le tribunal correctionnel à la demande de policiers qui étaient tellement affectés, qui avaient eu des préjudices terribles et probablement des insomnies à la suite des débraillements de Jean-Luc Mélenchon, lesquels policiers étaient naturellement défendus par Éric Dupond-Moretti. Il avait été condamné. Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas fait appel. À mon avis, il a eu une attitude politique à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font, nos amis de LFI ? Eh bien, ils demandent la dissolution de la CJR. C'est-à-dire qu'ils disent non, c'est une juridiction d'exception, ce qui est faux. Ce qui est faux, je l'ai dit, c'est le moyen de respecter le principe de séparation des pouvoirs et c'est le moyen de protéger les gouvernants des empiètements du pouvoir judiciaire qu'on appelle autorité judiciaire chez nous, qui est un pouvoir qui n'est pas démocratique. Il est démocratique dans le cadre d'un ensemble, mais c'est pas, j'entends démocratique qui n'est pas élu, qui n'a pas cette légitimité de l'élection. Et donc, chers amis de LFI, quand vous venez dire ça, faut supprimer la CJR. Le jour où vous arriverez au pouvoir, je ne sais pas si vous arriverez jamais au pouvoir, mais le jour où vous serez au pouvoir, vous allez voir, ça va être rigolo. Ils vous détestent, les magistrats, pour tout un tas de raisons. Bien, eh bien, vous pouvez être tout à fait tranquille que vous aurez une perquisition tous les matins. Vous aurez des poursuites devant les tribunaux, devant les tribunaux ordinaires. Ah, ça va être rigolo. Et vous aurez les gens qui ont massacré les Gilets jaunes qui vont vous rappeler comment ça se passe et qui c'est Raoul, qui c'est qui tient le manche. Donc, les bras m'en tombent quand je vois ça. C'est comme quand j'entendais M. Philippe Poutou venir dire « Ah, l'immunité parlementaire, nous les ouvriers, on n'a pas d'immunité, mais pauvre imbécile. L'immunité parlementaire, elle est pour protéger les parlementaires. La liberté d'exercer le mandat que le peuple leur a confié, sans que le pouvoir exécutif ou le pouvoir judiciaire peuvent venir les empêcher. C'est pour protéger ceux qui représentent le peuple, justement. Donc, ne pas comprendre ça amène à céder à une démagogie, quoi, la plus vulgaire. Ah non, tous pourris, la France d'en haut, faut pas... Non, c'est pas la France d'en haut. Je sais bien que depuis que le Parti communiste français n'existe plus, il n'y a plus d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Ça, il y en avait. Il y en avait 80, 90, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il y a des gens d'origine modeste, il y a des gens qui défendent des intérêts, et peut-être considérez-vous, chers amis de LFI, que vos parlementaires défendent des intérêts populaires. Eh bien, si on vous suit dans les directions que vous empruntez là, eh bien, désolé, vous serez exposé. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, oui, vive la Cour de justice de la République. Alors on pourrait l'améliorer, on pourrait éviter que ce soit exclusivement des magistrats qui mènent les poursuites et qui mènent l'instruction, mais il faut préserver cet outil qui est l'application du principe de la séparation des pouvoirs et du deuxième principe constitutionnel d'une république parlementaire, ce que la France est aussi, une république présidentielle et parlementaire à la fois, que ce soit le Parlement qui contrôle l'exécutif. Voilà. Bon, donc c'était déjà cette première observation que je voulais faire aux gens de LFI, mais ils sont pas les seuls. Ils sont pas les seuls. Bon, ça a été pour moi l'occasion de rappeler ce que c'était que la CJR. Pourquoi il fallait prévoir des procédures spécifiques de protection de l'exécutif, des empiètements du pouvoir judiciaire dont on vient d'avoir un bel exemple. Alors, concernant le deuxième aspect, c'est-à-dire la politisation de la justice, donc l'affaire Dupond-Moretti a été un épisode. Il y en a plein d'autres. Moi,
mon analyse, ma thèse est le produit d'abord de mon expérience très longue, le produit d'un travail antérieur à la publication de mon livre, qui est effectivement assez copieux, hein, je l'ai déjà dit, et ce que je fais depuis. Et je considère que cette vision la justice devenue une force politique autonome sur la base de ses propres opinions, de sa propre vision de ce que doit être la société, se poursuit et s'aggrave. Et s'aggrave. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur ce que j'ai déjà dit ailleurs, simplement rappeler que on ne peut pas opposer une bonne justice et une mauvaise justice. On ne peut pas se plaindre de la répression de masse qu'ont subi les Gilets jaunes, sans précédent depuis la guerre d'Algérie, 3000 condamnations à des peines de prison ferme pour des primo-délinquants, avec parfois des dossiers extrêmement construits, hein. La couverture, c'est-à-dire le refus de réprimer les violences policières majeures et massives qui ont lieu à cette occasion, parce que ça, si vous voulez, il y a aussi la protection, hein, de la police. Alors on ne la protège pas quand il s'agit du lumpenprolétariat, ça, mais ça procède, ça, de la même vision politique. Donc je disais, on ne peut pas se plaindre de ce qui arrive aux Gilets jaunes pour ensuite acclamer les poursuites contre Éric Dupond-Moretti. C'est la même chose. Ce sont les facettes de la même pièce. Alors cette pièce, elle a beaucoup de facettes, hein, c'est un pentagone manifestement, mais il s'agit bien de ça. Hein. Donc, il y a des raisons objectives, sociologiques, des raisons de formation, de fonctionnement du corps, des raisons historiques aussi, hein, parce que la magistrature française a été, depuis Napoléon, très soumise. On l'avait vu avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation, où un seul magistrat, a refusé de prêter serment à Pétain. Donc, bon, l'émancipation, elle se fait à partir des années 90. Et c'était un phénomène que je trouvais positif. On pouvait le considérer comme positif, sauf que il a nourri, cette conquête de l'indépendance a nourri une partialité directement politique. Bon, donc qui s'est exprimée avec le raid judiciaire contre François Fillon, avec les vendettas contre Nicolas Sarkozy, avec cet épisode qui vient de se produire, mais d'autres aussi, et en particulier, je pense à la répression des mouvements sociaux et à la vision très sélective, très sélective, des poursuites et de la répression de la corruption du plus haut niveau de l'État. Ça, c'est assez impressionnant. On y reviendra. Hein, probablement, parce que je vais pas forcer tout le monde à lire mon bouquin, hein, mais je vais peut-être venir à quelques séquences vidéo avec un découpage, à quelques petites conférences qui reviennent sur les problématiques que j'ai soulevées et leur actualisation, bien évidemment. Voilà, donc j'ai terminé cette petite séquence. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont fait, et je vous dis à très bientôt.